Vous êtes très nombreux évidemment à réagir, mesdames et messieurs, ce matin sur Twitter, entre autres, mais aussi sur Facebook avec Aïssatou Sané qui nous rejoint. Aïssatou, rebonjour. Rebonjour Lamine, Voilà. rebonjour à tous. Beaucoup de réactions ce matin, Aïssatou. Alors nous avons cette première question de Tierno Angelius Lombé qui dit bonjour, espace GG. Les analyses moralisateurs laissent tout le monde sous silence et sous questionnement et remise en cause de soi. Monsieur le juge Charles Wright, Coro avait fustigé, j'allais dire, la gestion des institutions étatiques. Mais qu'en est-il après, concrètement, monsieur le ministre? Quelle garantie vous nous donnez? Nous demande donc cet auditeur. Il va noter. D'accord, c'est bon. Oui, quelque part. Oui, allez-y. Ouais. D'accord. Oui. Alors, Jean Moussa, le philosophe Pelé également, dit bonjour monsieur le ministre. En sciences pénitentiaires, on nous enseigne que un encellulement trop prolongé crée des troubles mentaux chez le détenu. Comment le ministre explique cette situation? La question également vous revient, monsieur le ministre. On répond directement ou on... Je ne sais pas quelle est la démarche. Normalement, c'est question-réponse. Bon, donc on peut aller à la première question. Alors, je reviens donc sur cette question qui dit en sciences pénitentiaires, on nous enseigne que un encellulement trop prolongé crée des troubles mentaux chez le détenu. Comment, monsieur le ministre, explique cette situation? #EspaceGG. Bon, Comment vous expliquez cette situation selon lui? Vous savez, il faut faire la part des choses. Quand vous prenez la maison centrale, les personnes qui sont détenues n'ont pas les mêmes statuts. Il y a des gens qui sont déjà condamnés, qui sont en train de purger leur peine. On est d'accord, il y a d'autres qui sont condamnés à 30 ans, 20 ans. D'autres même sont condamnés pour des crimes odieux et graves à perpétuité. Lorsque ces personnes-là durent longtemps en exécution de leur peine, ce que l'État peut faire, c'est d'améliorer les conditions de détention pour les permettre de purger leur peine en toute dignité. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce que tu es en train d'être fait. Et la rénovation de la maison centrale et la construction des nouvelles infrastructures viennent répondre à cette préoccupation. La santé mentale des détenus. On nous fait remonter à chaque fois que des condamnés à des peines perpétuité qui savent déjà qu'ils ne peuvent pas sortir sauf cas exceptionnels de grâce et autres. On sait souvent c'est ennuyant, c'est stressant pour eux et nous pensons que leur dignité doit être observée et c'est ce que nous sommes en train de faire. Bien. Alors, nous avons un autre message de Patekuro qui dit « Les manifestations sont aujourd'hui interdites, mais que devient l'article 8 de la charte de la transition ?» Or, dans ce même article, c'est mentionné qu'aucune situation d'exception ou d'urgence ne doit justifier les violences des droits humains. Donc, que devient l'article 8 de la charte de la transition? C'est la question qu'il pose. Que devient alors l'article 642 et suivant du Code de procédure pénale? Il faut faire la part des choses. Le droit que confère la charte à tout citoyen guinéen, ce droit est reconnu et reste maintenu dans le cadre de notre gouvernance actuelle. Mais ce qu'il faut quand même préciser, ce droit et cette liberté doit s'exercer dans les limites prévues par la loi. Lorsque la charte donne le droit à tout citoyen de manifester, cela doit rimer avec les textes de loi qui disent que toute personne qui voudrait manifester en République de Guinée doit formuler une demande adressée à des autorités compétentes qui doivent l'examiner. Et que cette autorité-là a la possibilité, en tant qu'autorité en charge de l'ordre public, de pouvoir l'interdire. Et si on l'interdit, la seule voie de recours, c'est de saisir les tribunaux de première instance statuant en matière administrative. Yeah. Mais lorsque les gens disent, d'une part, on fonde nos droits sous la charte de la transition, mais de l'autre part, les limites prévues par les textes de loi en matière du respect de l'exercice de ces droits, on ne peut pas respecter. Je me dis quelque part, c'est de vouloir une chose et son contraire. Aujourd'hui, nous demandons le respect de la loi. Nous demandons le respect de l'autorité de l'État. C'est des choses qui ne se négocient pas. Il faut que les gens usent des voies légales pour pouvoir vraiment contester toute décision venant des autorités et non pas utiliser des enfants dans la rue
les utiliser à des fins politiciennes, chose que l'on ne peut pas l'accepter, parce que comme vous le savez, le département de la justice s'occupe aussi de la protection judiciaire des mineurs. Bien. Donc de ce côté, la charte, dans son application, ne s'ouvre d'aucun élément probant qui puisse laisser croire aujourd'hui que les droits à la manifestation ne sont pas respectés dans notre pays. C'est l'encadrement qui est mal perçu et c'est ce qu'il faut quand même atteler et préciser pour que l'opinion soit clarifiée. Alors, nous avons une suggestion de Fatoumata, lettre vagabonde, qui dit « La présence d'indices concordants ne garantit pas la condamnation d'un présumé coupable d'infraction et ce n'est pas au ministre de la Justice de dire comment un procès se conclura. C'est le juge uniquement, lui, qui tranchera. Indépendance de la justice. » Est-ce que vous partagez ça? Ah non, il faut faire, je n'ai jamais dit, écoutez, il faut que les gens aient quand même raison gardée. Ah, on veut prêter des langues au ministre de la Justice, je n'ai pas la prétention, je connais mes limites, je sais qui je suis concepteur de la politique pénale du gouvernement, je ne suis pas juge. Cette internaute peut-être qui parle, je crois elle a la myopie de comprendre les choses, il faut la dire, je ne l'ai jamais dit. Bien. Allez, dernière question, parce qu'on n'a qu'une minute là. Alors, monsieur le ministre, connaissez-vous le cas Massila, la citoyenne guinéenne violée, découpée, dit-il dans ce message, puis tuée par des médecins guinéens? L'indépendance judiciaire voudrait que la justice fasse son travail sans pression, mais êtes-vous au courant du niveau des enquêtes? L'enquête a été... Bon, ça c'est un trait, on m'interpelle chaque fois. Ça, j'ai l'honneur de vous annoncer que la semaine prochaine, le dossier va être programmé pour être jugé parce que le juge a fini de faire son travail. Il a clôturé par l'existence de charges suffisantes contre les personnes inculpées qui bénéficient de la présomption d'innocence. Le dossier étant clos, il n'y a pas de raison que cette affaire soit jugée. Bien. Merci beaucoup, monsieur le ministre. À la mine à l'antenne. Merci beaucoup, Aïssatou Sané, évidemment, que nous allons retrouver demain pour le compte de cette émission. Eh bien, le débat continue avec notre invité. Chez les GG, nous pensons comme Claudie. Malgré votre sincérité, votre bonne foi, vos détracteurs auront toujours la gâchette du mensonge facile. Alors avancez avec les grandes gueules de Radio Espace Guinée. Les GG ou le Temple du Savoir sur Adafo Média. Chez les grandes gueules sur Radio Espace Guinée. Tous les matins sur Radio Espace, également aussi sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez sur nos antennes en région, mais aussi ici à Conakry. Et évidemment, mon cher Diva, allez-y. Oui, justement, je devais finir ma question. Oui. Voilà, la deuxième question, c'était sur le dossier Yorokogia. C'est vrai, c'est une convention qui a été signée en 2014. Au moment des faits, Cheikh Sako était ministre. On parle de deux Guinéens qui relevaient de son département et d'un Espagnol, la société chargée de réaliser ces travaux, y compris pour cette autre maison de détention à l'intérieur. Qu'en est-il aujourd'hui de la responsabilité du ministre, puisque à un moment donné, on l'accusait aussi de tremper dans ce dossier? D'abord, il faut quand même tout de suite mettre la pendule à l'heure. Pour dire qu'il n'y a pas un pacte de protection et d'impunité entre le ministre de la Justice et des droits de l'homme quant à l'exercice de l'article 37 du Code de procédure pénale par rapport à la mise en œuvre de la politique pénale du gouvernement qui est aussi claire et nette. Monsieur Cheikh Sako, les gens ont toujours, j'ai entendu dans le plus profond des débats où les gens disent est-ce que pourquoi aujourd'hui Cheikh Sako n'est pas poursuivi dans le dossier Yorokogia? La question elle revient à tout moment, on m'interpelle et tout ça. Je me dis quelque part, sans violer le secret de l'enquête qui est en cours, que si la responsabilité de M. Cheikh Sako était établie, je n'hésiterai pas à donner d'injonctions afin qu'il soit poursuivi. Mais au regard des documents qui ont été mis à la disposition du département de la justice, qui nous a permis d'engager, disons, la procédure judiciaire dans ce dossier, c'est ce même Cheikh Sako qui, quand même, à la quête de la vérité, a demandé qu'il y ait des enquêtes autour de cette affaire de Yorokogia. Il a envoyé une mission au niveau de l'Espagne pour rencontrer l'entrepreneur qui a signé parce qu'il était en prison de l'autre côté. Donc cette volonté de pouvoir éclairer sa propre religion par rapport au décaissement des montants nous prouve sa bonne foi. Et pour l'instant, si les enquêtes, je le dis encore, si les enquêtes
aboutisse à sa responsabilité pénale dans quoi que ce soit. Moi, en tant que Charlotte, je ne présume pas la responsabilité de chacun, mais les enquêteurs feront leur travail. Mais selon les documents que nous avons, sa bonne foi de pouvoir éclairer, dont la présomption d'innocence est renforcée. Et on ne peut pas céder à la trompette des bruits qui voudraient chaque fois ébruiter, chercher des buzz. Nous ne le voulons pas. Sa responsabilité, si elle est établie, elle va être faite peut-être avec beaucoup plus de sérénité, mais je puisse croire qu'il a eu la bonne foi de pouvoir quand même demander des comptes par rapport à l'utilisation de ces montants. Je crois que c'est cette bonne foi-là aujourd'hui qui nous fait dire qu'il faut laisser le temps, avec les enquêtes sérieuses qui sont en cours, de pouvoir situer des responsabilités pénales de qui que ce soit. Vous avez vu du côté du ministère de la Justice, les anciens ministres, il y a eu des poursuites judiciaires contre eux, parce que nous estimons que les éléments que nous avons eus, sur la base desquels nous estimons qu'il y a des indices, d'ailleurs votre internaute qui vient de parler tout de suite pour dire qu'il ne revient pas au ministre de la Justice et autres, il faut quand même faire la part des choses. C'est de compliqué. Vous savez, les indices sont différents des preuves. Je passe sous le contrôle de M. Mara qui est juriste. Lorsque vous trouvez un boucher avec le sang sur ses habits, vous pouvez dire face à un corps sans vie que c'est lui. Mais s'il se trouve que le sang là, ce n'est qu'un indice, mais peut-être avec l'analyse et tout ce qui en suit, on conclura que le corps qui est là sans vie et que le sang qui se retrouve là. Nous estimons que lorsque des documents sont signés, vous savez, les gens pensent que le crime est parfait. Les documents comptables sont les documents les plus compromettants. Lorsque vous signez les documents comptables, la traçabilité peut être remontée par des audits qui peuvent vous dire exactement est-ce que le montant qui a été décaissé a été utilisé à quelle fin. Je vous donne un exemple sur le dossier du 28 septembre, la construction des infrastructures. On vous dit 53 milliards pour construire ce bâtiment. 53 milliards pour construire ce bâtiment. Sur le fonds propre de l'État. On me dit encore que oui, attention, le bâtiment dont il n'y avait même pas eu pose de la première pierre. On dit qu'il faut 29 milliards pour acheter les équipements de sécurisation. Vous parlez de sécurisation d'un procès dont le bâtiment n'a même pas poussé. Je ne peux pas comprendre ça. Donc c'est pour vous dire qu'il faut qu'on respecte quand même ce peuple-là. D'accord, monsieur, avant qu'on aborde la question du 28 septembre, rapidement, c'est deux questions. La première, c'est l'affaire de cocaïne avec la fuite récente du cerveau de l'hôpital. On l'a largement évoqué dans ce studio. L'autre question, c'est lié à la CRIEF. La CRIEF avec la détention prolongée de certains anciens ministres, notamment de Kassori et compagnie. Récemment, on a tous vu que le procureur spécial de la Cour d'appel, Ali Touré, a interjeté appel une troisième fois, après que le juge d'instruction ait demandé la mise en libération ou la liberté de Kassori Fofana. Dites-nous clairement, comment comprenez-vous cette détention prolongée, quand même, de Kassori qui a été Premier ministre? Beaucoup demandent à ce qu'il soit mis en résidence surveillée, qu'il bénéficie d'une liberté conditionnelle. Vous savez, je vais peut-être, avant de vous répondre, faire une mise au point. Je vous ai suivi dans l'une de vos émissions lorsqu'on incinérait plus de 2 tonnes de cocaïne. Oui. Où on a dit non, ça c'est des histoires. Parce qu'on a tous menti à un moment donné à ce peuple. On n'a jamais dit la vérité aux Guinéens. De telle sorte que même si tu dis aux Guinéens que demain arrivera, il dira non, j'en doute. C'est clair, c'est raisonnable, on est des êtres humains. Mais nous, aujourd'hui, on ne fait pas la publicité pour qu'on nous croie dans nos réformes et dans notre vision. L'affaire de cocaïne aujourd'hui en Guinée, la Guinée était considérée comme l'une des plates tournantes de la circulation de la cocaïne et tout ce qui en suit, les dérivés et tout ce qui en suit. Mais imaginez aujourd'hui, depuis notre arrivée, quand j'étais au niveau du parquet général, on a saisi de plus de 187 plaquettes de cocaïne. La clé à l'époque était gardée par le procureur de la République. Tout cadenassé, c'est lui qui garde. Une question de transparence. Pour enlever ces cocaïnes, on a procédé à des textes au dépôt et au retrait. J'ai vu des Guinéens dire, non, écoutez, malgré tout ça là, ce sont des poudres de manioc. Oui, mais c'est compréhensible ça, monsieur le ministre. Je l'ai dit, c'est humain, c'est compréhensible. Bien. Après tout ce qui s'est passé, le Guinéen doit douter sur tout. Mais la fuite de
cerveau présumé. Mais pourquoi aujourd'hui on a engagé des procédures judiciaires? Je me dis, c'est le lieu de quand même rappeler une chose. Il y a ces décisions qui mettent les gardes pénitentiaires en situation difficile. Vous prenez une ordonnance de placement en milieu hospitalier d'une personne qui vous dit qu'elle est malade. On est d'accord, quel que soit le crime que l'intéressé est présumé avoir commis, oui, il a droit quand même à avoir des soins. Et c'est ce que nous tentons, nous, en tant qu'administration publique, de pouvoir quand même mettre en place un système quand même qui permet de les prendre en charge à partir de la maison centrale, et que la capacité étant limitée, de les envoyer dans les hôpitaux qui ont la capacité de prendre en compte ou en charge de leur pathologie et tout ce qui en suit. Vous prenez une décision de placer quelqu'un en milieu hospitalier parce que vous estimez que l'intéressé s'est dit je ne me sens pas bien. Mais quand vous allez placer la personne, les gardes sont obligés de monter la garde au niveau de l'hôpital. Nous sommes d'accord. Ils sont là-bas, ils passent la nuit avec des personnes placées en milieu hospitalier. Mais les gens ont pris le goût d'utiliser cette façon-là pour se soustraire de leur détention, pour rester quand même au niveau de ces hôpitaux. Qu'est-ce que moi j'ai demandé à l'inspection des services judiciaires? Une décision d'un magistrat ne peut pas faire l'objet ni de commentaires, ni de critiques de la part ni du ministre, ni d'aucun cadre du département de la justice. Mais tout ce que nous demandons, c'est le respect des règles de procédure lorsque cela doit aboutir à des décisions que le magistrat arrive à prendre. Un magistrat qui va renouveler l'ordonnance de placement en milieu hospitalier, sans s'assurer qu'il y a un rapport d'expertise qui a été quand même adressé par le juge ou le médecin traitant pour dire que l'état de ce monsieur ne lui permet pas de retourner en prison. S'il le fait, il aura manqué à ce qu'on appelle du professionnalisme. Sauf que dans un pays comme la Guinée, tout ceci peut être fourni. Très bien, madame. Effectivement. C'est même là le problème. Merci. Très bien. Qu'est-ce que j'ai envisagé? Vous avez bien fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour J'en viens, monsieur Antoine. Vous savez, il faut nous permettre quand même de pouvoir vous expliquer parce que... Mais depuis ce matin, vous parlez, monsieur le ministre, on vous permet de... Oui, non, vous savez, actuellement, avec ma casquette de ministre et tout, je suis parfois obligé... Bon, tout ça, mais voilà, mais les grandes gueules. Quand même, parfois, j'ai envie de quitter sincèrement ce statut de ministre. On va demander à la apporter des gants. De l'autre côté, et puis quand il fait certaines choses. D'accord. Donc, pour revenir un tout petit peu à ça, ce que MAF dit, c'est une préoccupation pour nous aujourd'hui. Des gens sont prêts à vous dire, je suis malade. Vous m'envoyez à l'hôpital où je dirai ce que je pense. On ne respecte pas mon droit d'avoir un médecin. Mais par contre, vous verrez que il négocie avec d'autres personnes telles que ma flatte. Mais nous disons quand même, il y a la présomption. Surtout aussi, il a les moyens. Mais tout à fait. C'est-à-dire, nous avons la présomption que celui qui a prêté serment en tant que médecin ne peut pas pour nous violer son serment pour dresser un rapport médical de nature à garder une personne qui n'a plus en état d'être gardée à l'hôpital. Ce monsieur, comment il a fui? Il vient, il sort, il est à l'hôpital, ça fait combien de temps? Son ordonnance de placement a été renouvelée. Aujourd'hui, nous disons à l'inspection des services judiciaires dans quelles conditions cette ordonnance a été renouvelée. Le travail est en train d'être fait. On ne tire aucune conclusion hâtive pour dire que ça a été fait de bonne ou de mauvaise foi de la part de tel ou de tel. Mais par contre, nous disons, s'il y a des complicités au niveau du centre hospitalier, je l'ai dit, que ce soit les directeurs et autres, j'ordonnerai l'engagement des procédures judiciaires. Mais les gardes qui étaient là, quand on leur a demandé, vous étiez où? Vous ne pouvez pas justifier, non, j'étais parti uriner. Vous êtes au nombre de deux, vous ne pouvez pas avoir les mêmes besoins primaires en même temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que des dessous, vous avez de l'argent? L'enquête va édifier, mais pour le moment, ils sont suspendus, ils sont mis à la disposition de la justice. Et il revient à la justice, en toute indépendance, de situer les responsabilités pénales et la responsabilité éventuelle des personnes qui ont pris la décision à ce que ce monsieur reste longtemps
en milieu hospitalier. C'est pourquoi on a dit, désormais, nous allons aménager un endroit au niveau de l'enceinte même de la maison centrale. Oui. Si on dit ils vont être hospitalisés, on va les hospitaliser là avec toutes les conditions. S'ils ont besoin du médecin, le médecin va quitter de l'hôpital pour examiner. Voilà, ça va permettre quand même de minimiser des évasions et des cas de complicité présumés qui peuvent quand même aller dans ce sens. Mais donc, je me dis, le cas de la d'ici là, monsieur le ministre, si tu permets, d'ici là, est-ce qu'une contre-expertise médicale n'est pas envisagée? Non. Vous savez, dans ce cas de figure, vous savez, monsieur Tamba, vous dites à un Guinéen, envoyez-moi le certificat de décès, votre décès, il va produire. C'est la réalité. Les grandes gueules. C'est pourquoi il y a le travail de la justice est très complexe. Le magistrat n'est pas un dieu pour savoir si ce que l'autre me dit dans sa demande est vrai. Il ne peut que adresser une ordonnance aux fins d'expertise. S'il n'est pas convaincu, c'est de sa responsabilité. Il peut toujours demander une contre-expertise. Mais est-ce que expertise et contre-expertise, est-ce que ça peut toujours aboutir à la vérité? Nous disons que la confiance qui doit toujours exister entre les acteurs qui s'engagent dans le processus doit aller dans le sens de la responsabilité morale de chacun. Mais quand il s'agit quand même de notre responsabilité, nous disons que désormais, s'il s'agit, à moins que l'État et la pathologie qui doit être prise en charge nécessite un soin et un suivi, en tout cas, nous aurons quand même un regard par rapport à l'exécution. Parce que l'exécution incombe à l'administration, la décision de détention incombe au judiciaire. Mais par rapport à l'exécution des peines, nous avons un regard. Comment ça doit se passer et où ça doit se passer. Parce que c'est dans la responsabilité de l'administration pénitentiaire de s'occuper des questions de détention. Qu'on ne dise pas encore que le ministère de la Justice s'enfonce dans les débats judiciaires. Il ne faut pas faire quand même l'amalgame, parce que la frontière, elle est grande. Oui. Alors, la CRIEF, justement, j'ai l'impression que vous ne voulez pas toucher, monsieur le ministre. Oui, la CRIEF... C'est important de dire un mot là-dessus. Vous dites que vous ne protégez personne. Non, ce n'est pas un mot. Il va dire beaucoup de mots sur la CRIEF. D'abord, beaucoup disent que si on peut tresser des lauriers au président de la transition, eh bien, c'est la création de la CRIEF qui est quand même un bilan. Mais aujourd'hui, à mi-parcours, il y a beaucoup de critiques, notamment sur la manière avec laquelle les dossiers sont pilotés. La constitution même de l'équipe, on dit qu'il y a une nécessité de renforcer l'équipe de la CRIEF en termes de formation. Comment vous voyez tout cela? Et jusqu'à ceux qui sont en détention, les Kassouri et tout cela, on dit que c'est un procès politique, on veut éliminer de potentiels candidats pour la présidentielle à venir. Comment vous entendez tout cela? Monsieur Lamine. Oui. C'est pas... Vous avez interprété ma volonté de ne pas parler de la CRIEF. Je vous dis franchement qu'aucun sujet n'est tabou. À la limite, passade chaude, quoi qu'on dise. Elle ne l'est pas. Pour le garde des Sceaux que je suis, elle ne l'est pas. Allons-y. Il faut situer un tout petit peu le contexte dans lequel la CRIEF a été créée. Un président qui a pris sa responsabilité pour dire, à un moment donné, la gabegie financière et tout ce qui en suit, ça doit cesser. Vous avez tous suivi son discours de prise de pouvoir. Il le dit ouvertement qu'il voudrait mettre fin à l'instrumentalisation de la justice. Il l'a dit. Mais aujourd'hui, si vous vous souvenez, le Conseil national de la transition n'avait pas été mis en place pour des différentes lois et autres. Il a anticipé pour prendre une ordonnance de création de la CRIEF. Pour quelle volonté, pour quelle fin? Donc un Guinéen avait dit à l'époque, lors de la création de la CRIEF, qu'on a créé comme un parti politique. Je suis désolé. Parce que personne ne savait à ce point de départ qui devrait être touché par les actions de la CRIEF. On a tout salué. On a dit, enfin, on va doter la Guinée d'une juridiction qui va viser la moralisation de la vie publique. Tout le monde l'a salué. Évidemment. Vous savez, quand on touche au petit, au grand, c'est le petit qui va crier dans le quartier. Vous enlevez les biberons dans la bouche d'un bébé, forcément il va crier. Personne n'a dit à l'époque que la CRIEF était un instrument politique. Parce qu'on s'est dit, s'il y a une gabegie financière, les gens ont détourné, les gens ont dissipé des montants au détriment du peuple et autres, qu'il fallait quand même rendre compte. Sous le principe, nous étions tous d'accord. Cette ordonnance a été prise. Le président est parti très loin.
dans sa bonne foi. Il dit, puisque il y avait une humilité par rapport aux poursuites judiciaires et autres, il faut lever l'humilité. Sa bonne foi. Il faut lever l'humilité pour trouver une deuxième ordonnance qui va désormais confier la compétence de la Haute Cour de justice à la CRIEF. Depuis 1990, il y a eu des hautes cours de justice qui n'ont jamais fonctionné. Il dit dans son ordonnance, toutes les hautes cours de justice qui ont été instituées depuis la Constitution de 1990 sont dévolues à la CRIEF. Il l'a fait. Il n'a pas dit contre un parti politique. Il n'a pas dit contre un ministre à l'époque. Personne ne s'attendait jusqu'où la justice peut épingler qui. Nous étions tous d'accord. Maintenant que la CRIEF a été mise en place en tant que juridiction, avec un parquet spécial, avec des magistrats qui ont été affectés là, nous, qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite, vous avez eu des rapports qui ont toujours dormi dans les tiroirs de l'administration publique. Les grandes gueules. Et ça a pris la responsabilité. Si je dois, moi en tant que président, je ne suis pas du judiciaire. Je ne me mêle pas de la justice. Je ne veux pas qu'on me taxe que je veux éliminer tel ou tel. Je ne suis pas candidat à l'élection, il a dit. C'est pas mon problème. Donc, j'ai quel intérêt pour éliminer qui est qui? Je confie cette responsabilité aux magistrats dont je demande. Vous savez, à un moment donné, il avait dit, bon, aux magistrats d'être conforme à la loi. Les gens ont dit non, il ne doit pas mettre en garde des magistrats. À un moment donné, vous savez, tout est question de débat ici. On dit il ne devrait pas le faire. Et on assume. Bon, vous savez, bon, si c'est M. Guiba qui l'a fait, bon, d'accord. Mais non, si M. Guiba ou c'est M. Antoine, bon, je ne sais pas s'il faut. Voilà, donc, vous avez vu, il a quand même osé quand même dire aux magistrats, je ne vous demande ni plus ni moins que le respect de vos serments. Les gens ont dit non, il ne devrait même pas le faire. Non, mais il est le président de la République, mais il faut ajouter à ça le président du Conseil supérieur de la magistrature. Il ne dit pas à un magistrat comment vous devrez travailler. Non, il doit les interpeller au respect de leur éthique et déontologique. C'est tout à fait normal. Mais pour revenir un tout petit peu à cette CRIEF, la CRIEF a commencé à travailler. Tous les rapports qui ont existé, le rapport de Air Guinée, d'autres dossiers qui étaient là. À l'époque, moi j'étais procureur général. L'on m'a envoyé ces rapports à travers l'agent judiciaire de l'État. On pouvait faire la sélection pour dire bon ça, on garde ça. Non. Les grandes gueules. C'est les mêmes règles pour tous. Dès qu'on a commencé à transmettre les dossiers et que les noms ont commencé à apparaître, c'est là que les critiques ont commencé. Mais écoutez, est-ce que c'est normal? La chasse sociale de Guinée, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On a parlé de la justice. Cette justice commence à travailler. Tant que ça ne touche pas mon tonton, tant que ça ne touche pas mon parent, la justice elle est bonne. Mais dès qu'elle touche tout de suite une personne, indépendamment de son statut, on se plonge tout de suite pour dire la justice est instrumentalisée. Je vous donne un exemple. Peut-être ça va vous étonner. Lorsque j'avais donné des instructions, en tenant compte du montant incriminé, parce que la CRIEF, selon le montant, on fait la part des choses, d'1 milliard et quelques, au-delà d'1 milliard. Voilà. Il y a des gens qui ont été poursuivis, même à cause de 8 millions. On est d'accord? Même à cause de 8 millions. On dit, ah non, le montant est peu. Non. Le voleur d'un franc ne peut pas se distinguer de celui qui a volé d'1 milliard. Notre politique aujourd'hui, c'est de dire que si nous sommes tous d'accord que cette justice-là, on a tous besoin d'elle pour pouvoir faire changer les choses. Quand on tombe d'accord sur un principe, que M. Guiba peut être un peul, il peut être un malinqué, il peut être un baga, il peut être un soussou. M. Guiba peut être un politique, il peut être un acteur de la société civile. Mais quelle que soit son appartenance régionale, ou son statut social, qu'on ne fait pas l'amalgame entre ce qu'il est en termes de région et autres par rapport à sa responsabilité pénale personnelle. Si M. Guiba s'est permis à un moment donné, au cours de sa gestion, des deniers publics, qui sont des deniers sacrés ailleurs, arrive quand même à gérer. Ne serait-ce que cette gestion, il est tout à fait logique qu'on lui demande de venir quand même rendre des comptes. Pourquoi ça ne s'entend pas? Parce que j'aimerais quand même vous interrompre, si vous permettez, sur ce sujet-là. Ce que vous dites est clair.
à la fois en lisant les textes créateurs de la CRIEF et des actions qui ont déjà été menées, tout cela est clair. Mais pourquoi est-ce que ce discours, il ne s'entend pas aujourd'hui? Je veux soulever deux observations. La première, les avocats de M. Selou Dalein Diallo, les communicants de son parti, ont relayé pas mal de documents, notamment sur la création d'un comité de privatisation pour gérer les actifs de Air Guinée. Selou Dalein Diallo lui-même ne tenant qu'office de responsable côté, qui n'avait rien finalement avec les finances. Mieux, et ça ne touche pas à la CRIEF directement, c'est comment on appelle ça, la récupération des biens de l'État, le bâtiment qu'il occupe, qui est démoli. Aujourd'hui, il y a une maison, il y a une école qui renaît là-dessus, alors même qu'il y a une procédure en cours. Est-ce que la justice guinéenne elle-même ne sert pas les éléments qui vont justement être utilisés contre elle-même en procédant de cette façon, monsieur le ministre? Je voudrais d'abord qu'on fasse une mise au point. Tout ce que vous expliquez obéit à un cadre légal bien précis. Pas de question de commentaire sur la décision de justice. En ce qui concerne Air Guinée, je ne vais jamais me permettre de le faire ici. Par respect du principe de séparation des pouvoirs. Je ne commente pas. Ces questions-là peuvent être des moyens de défense pour celui qui compte se prévaloir. Mais que les gens quand même acceptent de ne pas parler en lieu et place de celui qui doit venir se défendre. Les grandes gueules. Point barre sur cette question. Aujourd'hui, puisque je n'aime pas envoyer le débat de personne, je respecte M. Selou Dalein Diallo en tant que Guinéen. Je le respecte en tant qu'un homme politique qui aspire à conquérir le pouvoir. Je m'opposerai à qui que ce soit, au-delà de toute règle procédurale, en tant que ministre des droits de l'homme, de lui brimer dans ses droits. Je le dis quiconque. Mais ce qui est inadmissible, et qu'il faut quand même relever, les grandes gueules, c'est lorsque la justice vous donne la possibilité de venir devant elle et de débattre de ce qu'on vous reproche. Qu'on ne s'abrite pas derrière des considérations subjectives. Qu'on accepte de venir débattre devant sa justice. Mais n'est-ce pas une peur justifiée quand on sait que dans le dossier de sa maison, le dossier était pendant et on a démoli, on y a mis un autre projet? Comment croire en la justice lorsque ceci est déjà fait? Je vous en prie. L'État est un sujet de droit. L'État a été assigné sur cette question. La justice s'est prononcée. La procédure suit son cours normal. Madame, lorsqu'on me dit que l'on a peur de sa justice, cette peur-là... C'est pas une peur, c'est la confiance, monsieur le ministre. Permettez-moi. Mais si. Non, Maf parle de la peur. Monsieur Lamine, je ne vais pas sur le terrain là, mais je manquais à ce que Mafoudia a dit. Est-ce que M. Selou doit-il avoir peur de comparaître devant la justice de son pays? Si la justice ne rassure pas et qu'elle est présentée aujourd'hui comme... Je suis allé, permettez-moi, j'ai dit haut et fort, lorsque vous êtes justiciable, vous n'avez pas d'autre choix. Lorsqu'il y a des faits répréhensibles qu'on vous reproche, vous n'avez pas d'autre choix que de venir répondre et de vous défendre. Aucune peur, aucun doute, pas de manque de confiance qui va vous dire, mais aujourd'hui, excusez-moi, lorsque quelqu'un m'interpellait au niveau de Genève, pour dire que, monsieur le ministre, on a confiance en vous, vous êtes sacrifié, écoutez, je veux qu'on enlève des débats de personnes dans la gestion du service public. La CRIEF dont on parle tant, ouais. M. Selou a dit à un moment donné qu'il est prêt à venir se défendre devant la justice. Il l'a dit, vous l'avez suivi. En effet, bien avant. J'ai fait une prière. Je vous assure, en toute sincérité. Les grandes gueules. Si la destinée de ce pays est donnée à M. Selou, ce n'est pas la justice qui l'empêchera. Jamais. Mais lorsque la responsabilité est avérée, les magistrats prendront les responsabilités conformément à la loi. Que
l'on pense aujourd'hui à faire une justice, à l'image des autres pays. Je suis allé à Gaborone, M. Guiba. Je vous assure, ça me touche. C'est le lieu de vous le dire. Je suis allé à Gaborone, à l'Académie américaine. Nous descendons de l'aéroport. On nous dit à l'aéroport, allez remplir la fiche pour dire heure d'arrivée, heure de sortie. On note. On nous embarque dans un bus. On part à l'académie. On quitte. Même les animaux sauvages, la faune sauvage, au niveau de Gaborone, c'est Botswana. Pour traverser, on respecte les animaux à passer. On n'insulte pas, on n'écrit pas. Mais chez nous, aujourd'hui, quelle culture on donne aux gens? On n'a confiance en rien. C'est notre volonté qui va passer. Les grandes gueules. On ne veut rien entendre si ce n'est celle de notre vérité. La justice a sa vérité qui est contraire à la vérité politique et sociale. Nous, aujourd'hui, c'est qu'on veut montrer aux Guinéens, pour une fois, qu'ils comptent sur cette justice, qu'on ne peut pas admettre que cette justice-là, aujourd'hui, qu'on insulte des magistrats. Vous imaginez? Ali Touré, c'est un professionnel aujourd'hui. S'il était faible d'esprit, il aura piqué. Mais justement, parlant d'Ali Touré, le reproche qu'on lui fait dans cette histoire avec ça devient anciens comme si c'était un acharnement. Un règlement de le compte. Kassori, par exemple. Ah, non, attention. C'est important. Non, mais attention, non. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. C'est légal ou pas? Dans ce studio, on s'est tous effarouchés de constater qu'à maintes reprises, il a été demandé de mettre en liberté des cadres qui auraient pu être mis à résidence surveillée. Mais on a constaté que le procureur spécial s'est toujours opposé à leur libération. Et l'autre constat qu'on a fait, c'est le fait qu'il n'y ait pas de communication véritable pour brandir des éléments de preuve ou encore des accusations portées contre ces personnes. Et surtout, Antoine, je ne veux pas savoir pourquoi ils sont en prison. Voilà. Et surtout, je vais rajouter ça, monsieur le ministre. Vous allez me confirmer ou à dire peut-être que ce n'est pas la vérité. Quand on prend le cas d'Yakaria Koulibaly, apparemment, il est lié à au monsieur de forces armées. Comment il s'appelle? Le chef d'état-major des forces armées. Justement. Alors, lui, comme par magie, Saliba Koulibaly, comme par magie, il a bénéficié d'une libération conditionnelle. Justement. Il n'est pas le seul. Monsieur, ils ont eu des mécanismes différents. Monsieur, non, Tamba, je ne veux pas, il n'y a pas de représentant devant le représenté. Je ne prête pas ma langue là, acceptez que je vous réponde. Ok. Voilà, il en a pris pour ça. Moi, je regarde monsieur, parfois M. Antoine, parfois, vous comprenez, vous parlez, vous défendez. Mais je reviens un peu à ce que M. Tamba a dit. Est-ce que c'est légal ou pas? C'est la question qu'il a posée. M. Tamba est très clair. Il dit, est-ce que c'est légal ou pas? C'est le droit pour le ministère public de relever appel contre toutes les décisions. En le faisant, c'est un acharnement. Il ne fait qu'exercer une parcelle de ses pouvoirs. Tout comme, pourquoi alors quand on met quelqu'un en prison, on dit non, ne relève pas appel. L'inculpé, c'est son droit de dire, je relève appel. En le faisant, on dit non, il ne fait pas confiance à la justice. Non. Le processus légal est... Un processus équitable ne va pas sans l'exercice des voies de recours. On ne peut pas priver le ministère public, au nom de l'ensemble de la société guinéenne, de contester la mise en liberté ou pas de quelqu'un. Et en toute indépendance, l'on doit quand même souffrir à ce que le travail qui est fait dans le cadre légal ne puisse pas être considéré comme de l'acharnement. Monsieur le ministre, quand des détenus disent ne pas savoir pourquoi ils sont en détention, mais effectivement, lorsque... Non, attention. Il y a eu le cas... Il y a eu le cas de Mousseni Camara, par exemple. Mais attendez, le cas de Mousseni, sa famille est sortie à un moment donné pour dire que notre fils a été reproché d'avoir volé 20 millions de francs. Est-ce que je peux vous... 20 millions et on est à Permettez, s'il vous plaît, attention. Oui, il y a eu attention. Monsieur Antoine, je vais être clair avec vous. Quiconque vous dira que je ne sais pas la raison pour laquelle je suis détenu, je peux dire haut et fort que personne ne peut le dire. Parce que lorsque vous venez devant le juge d'instruction, la première démarche que le juge d'instruction quand même vous dit,
il vous notifie l'inculpation. Il vous dit ce qu'il vous reproche. Monsieur X, suivant réquisitoire en date du temps de monsieur le procureur spécial, il vous a été reproché d'avoir dissipé ou détourné ou tel montant au préjudice de l'État. Vous allez dire, vous ne savez pas pourquoi vous êtes là-bas. Je suis désolé, vous savez. Maintenant, c'est qu'on vous reproche. Si les magistrats décident en toute indépendance d'ordonner votre placement en détention, et vous avez la possibilité de contester les motifs de cette détention. Les grandes gueules. Nous disons que quelque part, nous sommes dans un processus équitable. Bien. Encore une fois de plus, monsieur Antoine, puisque c'est de vous il s'agit, il faut que les gens quand même aient raison gardée. Vous parlez de cas de Lousseni. Mais à son âme, personne ne va être fier aujourd'hui de dire qu'une personne a trouvé la mort la manière la plus naturelle, parce que ce n'est pas une mort suspecte, je le dis encore une fois de plus. Je n'aime pas heurter la sensibilité de la famille qui est en deuil, qui continue à souffrir et tout ce qui en suit. Aujourd'hui, je veux quand même qu'on reconnaisse une chose. M. Lousseni n'a pas fait une semaine en prison. Dès qu'il est rentré, il a dit qu'il ne se sent pas bien, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut supporter le milieu carcéral. C'est clair, il a été admis à l'hôpital. Parmi les gens qui ont été placés en détention, c'est le seul qui a passé tout son temps à l'hôpital. Mais puisque on veut politiser tout, on a profité de cette occasion. Les gens n'ont fait des tollés. Ministre de la Justice, ceci, ça, mais où on veut aller? Monsieur Guiba, vous avez trouvé Marc-William Foye mourir sur un terrain de football. Les grandes gueules. Je pouvais comprendre qu'on lui privait de son droit d'avoir des soins. J'aurai la tête, je vais baisser ma tête devant l'histoire un jour. Charles quittera, je ne serai pas ministre de la Justice pendant des années après. Je ne veux pas avoir honte devant l'histoire que j'ai contribué à la dégradation des droits humains dans mon pays. Mais encore une fois de plus, on veut tout politiser. Justement, la question avec monsieur Nabé, c'était, bon, au-delà de la question de la détention, c'était, il aurait demandé une autorisation. Lancer les camarades, bien sûr. Il aurait demandé une évacuation. J'ai suivi le procureur près la CRIEF, j'ai suivi tout ça. Mais il aurait demandé donc la possibilité d'être évacué pour ses soins. Et qu'il aurait donc, cette demande aurait essuyé un niet de la part des autorités judiciaires. Vous maîtrisez bien la langue de Molière, vous parlez au conditionnel, il aurait été. C'est au conditionnel, vous parlez au conditionnel. Je veux qu'on me dise au présent, avec l'impérative nécessité de me prouver ce qu'on dit. Il faut que les gens aient raison garder. Quelqu'un a une semaine qui a été admis à l'hôpital. À quoi bon on empêcherait une telle personne si l'expertise est commandée à ce qu'il soit évacué? Il faut que les gens arrêtent. Bien. Parfait. On n'a que 5 minutes. Hein, voilà. Oui, monsieur le ministre, d'abord des questions sur, avant le 28 septembre, d'abord l'ouverture des enquêtes sur les violences sur l'axe, et notamment les policiers qui avaient été soupçonnés à l'époque dans le meurtre du jeune au niveau de l'axe. Aujourd'hui, on s'en avec ce dossier. Et qu'en est-il des dossiers d'enquête? Et pour finir, le cas des Foni Kemeng et Ibrahim Diallo, qu'en est-il de leur procès? Parce que les gens disent que ça s'étire et jusque-là, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils doivent venir devant le juge. Il faut éviter de s'occuper des questions judiciaires. Cela ne relève pas du ministre de la Justice. La justice doit faire son travail. Qu'on laisse la justice faire son travail. Bien. Le cas du jeune, aujourd'hui, la personne présumée avoir été l'auteur de ces faits est en prison. Le cas récemment de Kipé. Je vous dis, c'est un cas qui m'a écœuré. Étant à Mafereya, on m'appelle pour dire, voici les jeunes qui sont dans la rue à Kipé. Monsieur le ministre. Les jeunes sont à Kipé dans la rue. Ils ne laissent pas les gens passer. Je dis, qu'est-ce qui se passe? L'intéressé est parti mettre le téléphone sur le haut-parleur. Voici ce que j'ai dit aux jeunes. Vous quittez la rue. Cette forme de violence de régler les problèmes, je ne peux pas être d'accord avec vous. Quittez, libérez la route. On a confiance en vous, monsieur le ministre.
On a confiance en vous. Les jeunes ont quitté. La suite, qu'est-ce qui en a été? Moi-même, j'ai appelé le médecin quand le jeune était à l'hôpital. Parce que monsieur le président de la transition, il est très clair. Vous ne pouvez pas être ministre de la Justice des droits de l'homme, vous asseyez au bureau, il y a des problèmes, et qui voilà. D'aucuns me diront, oui, Charlotte Comboy, procureur général, chaque fois il est sur le terrain. J'ai interdit de rester au bureau. Je ne suis pas un homme de bureau. Je suis un homme qui doit être là où on a besoin de moi. Les grandes gueules. Nous sommes allés. J'ai parlé avec la maman du jeune qui m'a demandé, est-ce que mon enfant va survivre? Madame, je ne vous promets rien, mais je vous promets justice. Le jeune est décédé. Toutes les personnes qui ont été impliquées sont aujourd'hui placées sous mandat de dépôt. Ces personnes bénéficient de la présomption d'innocence. La justice est en train de faire son travail. Mais aujourd'hui, il faut avoir le courage de reconnaître les efforts que la justice est en train de faire. Ce refus de reconnaître ne nous empêchera pas de continuer notre œuvre. Parce que nous savons dans toute l'histoire de n'importe quel pays, le passé et le présent, c'est l'avenir qui pourra donner raison. Lequel de nous a agi conformément à sa conscience. Bien. Le ministre Charles White, notre invité ce matin, allez-y Mohamed Mara, dernière question. Non, dernière question, carrément. Après 2 heures, j'attends là, je demande la parole. D'accord. Alors, monsieur le ministre, puisque j'ai les dernières questions, je vais les envoyer en rafale. Je supposé de la question. Allez-y. Je vais les envoyer donc en rafale, s'il vous plaît. Vous allez peut-être les noter et les répondre rapidement. Allez-y, monsieur. Il n'est pas le directeur d'antenne. C'est ça. Allez-y, monsieur Mara. Alors, monsieur le ministre, 2 questions très faciles rapidement. Vous vous rappelez, après les états généraux de la justice, il avait été question d'ériger notamment toutes les justices de paix en tribunaux de première instance. Quand je pense à une préfecture avec des activités aussi denses que BOFA, il n'y a toujours pas de tribunal de première instance. Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui pour ériger ces justices de paix en tribunaux de première instance? Et puis la question donc de l'érection notamment de l'abbé et de Zélékoré en cour d'appel. Qu'est-ce qui coince à partir de cette question? Ça, c'est ma première question. Secondo, c'est lié aux magistrats militaires. Il y a un décret qui a été pris, les concernants, ils sont aujourd'hui affectés, il y a une prise en charge, mais jusqu'à présent, sur le plan du traitement salarial, les magistrats militaires, qui sont des magistrats normalement relevant de votre département, ne sont pas détachés. Quelle est leur situation et comment comptez-vous régler la question des tribunaux militaires où il y a énormément d'anomalies quand on voit les rapports entre le directeur de la justice militaire et les parquets? On se pose énormément de questions là-dessus. Ma troisième question va porter sur les sanctions récemment intervenues contre des magistrats. Que ce soit au niveau du CSM, même si ce n'est pas publié, ce n'est pas connu, il y a des sanctions, mais aussi de votre propre part concernant notamment le président de l'association guinéenne des magistrats, d'ailleurs à laquelle je pense que vous appartenez probablement vous-même. Alors, où est-ce qu'on en est dans ce dossier quand on sait qu'une instance sous-régionale a récemment apporté quand même son onction un peu au combat de tous les magistrats de Guinée? Ça, c'est la troisième question. Et ma dernière va porter sur les manifestations. Récemment, j'ai vu que le parquet général, donc le nouveau procureur général, demande également des poursuites contre des auteurs de violence, notamment enregistrés le 2 octobre. Vous savez, il y a eu des casses, il y a eu des blessés, y compris parmi les forces de l'ordre. Mais ce qu'on ne dit pas, il y a eu des agressions sexuelles. Qu'est-ce qui va être fait donc de ce côté? Et puis, comme je le disais, concernant toujours ces manifestations, oui, j'ai dit 4 questions. Je vous ai écouté. Qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce qui va être fait? Oui. Vous avez gagné. Donc je sais ce que je voulais. Voilà. Je l'ai obtenu. Merci. Il est trop fort ce Mohamed Mara. Allez, on revient à midi. Prolongation exceptionnelle des GG.